Je cède maintenant la parole à notre camarade insoumis, mon collègue Éric Coquerel. Bien, alors je vais déjà vous avouer une chose, c'est une première pour moi de venir à une université d'été du Parti socialiste, et je dois dire que la commencer par un meeting Nouveau Front Populaire, on pouvait difficilement faire mieux. Je suis très content d'être là, je reconnais plein de visages, je ne pourrais pas les donner toutes, que ce soit mes camarades parlementaires, je pense à Boris, je pense à Christine, avec qui je partage les bancs de la Commission des Finances depuis 2017, je pense à Fatia, qui a eu l'honneur d'être élue présidente de commission comme moi-même, et également à tous les élus de mon beau département de la Seine-Saint-Denis, mais de manière plus globale, je voudrais dire salut à mes camarades socialistes, salut à nos camarades du Nouveau Front Populaire. On a donc un meeting d'avant-révélation, je parle de la révélation qu'on nous promet peut-être pour dimanche, lundi, du nom du nouveau ou de la nouvelle Première ministre, parce qu'à défaut finalement d'avoir accepté la sentence pour lui c'était plutôt la sanction du suffrage universel, je parle de Macron en nommant évidemment Lucie Castet, Première ministre d'un gouvernement Nouveau Front Populaire. C'est donc lui qui, entre deux épreuves des Jeux olympiques paralympiques, va nous dire qui est le Premier ministre de ce pays et nous donner son choix. Rappelons qu'en juin 2022, quand son propre camp n'avait qu'une majorité relative, il avait expliqué que rien ne contredisait le fait que les macronistes gouvernent. Manifestement, il y a deux poids, deux mesures. Alors déjà, trois enseignements à ce mois d'août, ce mois du refus. La première, grave, c'est une alliance de fond, de fait, du macronisme avec la droite républicaine et avec le RN. Une alliance de fond parce qu'à aucun moment la menace de Gabriel Attal de procéder à une motion de censure vis-à-vis d'un gouvernement non Front Populaire n'aurait eu une crédibilité s'il n'avait pas compté sur la même phrase de Madame Le Pen. Et cette alliance de fond, finalement, c'est le mauvais symbole d'un cordon républicain à peine fini qui se transforme en cordon réactionnaire. D'un côté, on empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir et nous sommes fiers d'avoir initié ce mouvement et cette stratégie, et de l'autre côté, on s'allie avec l'extrême droite pour empêcher la gauche de gouverner le pays. Je dois dire que c'est un en même temps macroniste qui nous fait tellement tourner, donne tellement le tournis que c'est largement à en vomir. C'est pas nouveau, hein. Sur la loi immigration, ils avaient exactement fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même intégré la préférence nationale et d'autres joyeusetés du programme du Front National pour faire passer cette loi immigration. Au passage, je demande aux électeurs macronistes si ils ont vraiment voulu cette alliance de fait qui se préfigure lorsqu'ils ont voté le 30 juin et le 7 juillet dernier. Et au passage également, je voudrais faire remarquer à Gabriel Attal et consorts qu'ils jouent un jeu extrêmement dangereux avec la République. Parce que quel message vont entendre les électeurs du Nouveau Front Populaire qui ont non seulement sauvé la démocratie, mais qui ont également sauvé une cinquantaine de députés macronistes quand ils vont voir la manière dont on traite aujourd'hui leurs représentants. C'est évidemment une vision à court terme. Leçon numéro 2, Macron, le macronisme, c'est vraiment le coup de force permanent. Pour moi, il y a un parallèle finalement entre cette menace de motion de censure brandie, disant finalement, on vous prévient, il y aura motion de censure, quel qu'il soit, s'il y a un gouvernement. Au début, vous avez dit les insoumis. Bon, Jean-Luc a effectivement dit chiche, ok, on n'y sera pas, mais c'est le programme. Vous avez vu qu'en réalité, ce n'était pas les insoumis, c'était le programme, notre programme qui les gênait. Donc, il y a finalement un lien entre cette motion de censure brandie, pour moi, je trouve, la manière dont ils ont brandi le 49.3 sans arrêt pendant 2 ans. Pourquoi il y a un lien? Parce que leur 49.3, notons au passage qu'ils se sont, de cette manière, empêchés, enfin ils l'ont voulu, tout compromis avec l'Assemblée nationale. Un texte sortait, par exemple, de ma commission, modifié, avec des amendements imposant déjà des taxations sur les superdividendes et autres, majoritaires. Ils auraient pu dire, écoutez, on écoute quand même ce qui vient de l'Assemblée, on prend en compte la nouvelle configuration. Non, 49.3, et le texte était remis exactement dans sa première mouture. Donc finalement, c'est exactement la même chose. Motion de censure d'un côté, 49.3 de l'autre,
Et Lucie Castel a dit tout à l'heure, nous nous engageons à ne pas procéder ainsi. Nous nous engageons effectivement à manier la démocratie parlementaire de manière totalement différente, en permettant que nous venons avec notre programme, nous l'avons dit, c'est notre programme, mais notre programme acceptera des compromis avec le Parlement pour être capable justement d'être appliqué. Leçon numéro 3, tendance de fond, et je vais faire attention aux termes que j'utilise, mais ça marque mon inquiétude. Ce qui est en train de se passer avec Emmanuel Macron, cette façon de refuser la leçon et la loi du suffrage universel, c'est au final un autre exemple de cette tendance illibérale de plus en plus prégnante du néolibéralisme. Autrement dit, pour imposer l'absolutisme du marché, ils sont capables de mesures toujours plus autoritaires, en s'alliant ou pas avec l'extrême droite. Alliance aux Pays-Bas, alliance en Italie, ou de néolibéraux comme Bolsonaro et Orban qui commencent à appliquer des politiques d'extrême droite. Il faut bien comprendre que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, qui est une terrible leçon envoyée à nos concitoyens, parce que quelle plus terrible leçon envoyée à nos concitoyens de dire que quand ils se déplacent à 70% pour voter, eh bien, rien ne changera. C'est la même leçon que ce qu'on avait envoyé comme message aux électeurs contre le traité constitutionnel européen en 2005, où 70% des Français s'étaient mobilisés et quelques mois après s'étaient repassés par la fenêtre, par l'Assemblée nationale. C'est une leçon absolument terrible contre la démocratie qu'est en train d'utiliser Macron. Et je dois dire que je pense que sur le fond, d'un point de vue historique, il y a une tendance toujours plus forte, voire même une tentation totalitaire du néolibéralisme pour imposer ces lois quand la démocratie le gêne. Au fond, ces gens-là n'aiment la démocratie que quand ils sont majoritaires, et quand ils ne sont pas majoritaires, c'est ce que fait Macron aujourd'hui, il la contourne. D'ailleurs, pour preuve, moi je suis persuadé que la dissolution de Macron, dans le scénario de sa dissolution, il y avait la cohabitation avec le Rassemblement national. Moi je ne sais pas si ça vous a frappé, mais quand il a fait son allocution d'avant-Jeux olympiques, il y a quand même quelque chose de frappant. Il a repris exactement les éléments de discours du Rassemblement national. Il n'y a pas de vainqueur, et puis s'il y a un vainqueur, il y a un groupe en tête, le Rassemblement national, il l'a répété 3 fois. Qu'importe qu'on ait déjoué ses plans en montrant qu'on était majoritaire à l'Assemblée en faisant élire un bureau de l'Assemblée nationale dont la majorité absolue est au niveau du nouveau Front populaire, mais n'empêche qu'il l'a utilisé. Bon. Et avec un troisième élément, je sais pas vous, mais moi j'ai eu cette impression que ces pudeurs pour ne pas appeler Lucie à gouverner, il ne les aurait pas eues avec Bardella. Moi, je sens qu'il n'aurait pas eu les mêmes pudeurs avec Bardella si le RN avait eu la majorité relative. Et tout ça, ça montre aussi quelle est la tendance de fond du macronisme et là où ils vont chercher leurs alliances pour appliquer leur programme néolibéral. Donc, on est donc dans cette période d'attente de nomination. Si Macron... pour moi, enfin, on est en attente de nomination. Et moi, je voudrais dire une chose. Moi, je suis persuadé que si Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castel un gouvernement nouveau Front populaire, c'est qu'il avait la trouille bleue que ça marche. Je ne crois absolument pas à la théorie de la peur institutionnelle. Je pense qu'il savait que nos premières mesures d'urgence, on était capable de les passer. D'abord parce que certaines passaient par décret. Le SMIC, le point d'indice des fonctionnaires, le blocage des produits de première nécessité, etc. Et que d'autres, j'aurais bien voulu savoir à l'Assemblée, et je vous dis qu'à mon avis, ça aurait été positif, si nous avions proposé l'abrogation de la réforme des retraites, elle aurait été majoritaire. Si nous avions proposé, comme le proposait par séquence notre programme, une taxation sur les superdividendes qui était déjà majoritaire dans la précédente commission, qui n'avait pas le même, j'allais dire, la même majorité, eh bien, ça aurait été majoritaire. Et donc, qu'est-ce qui posait problème à Macron? C'est qu'on arrive dans les 15 premiers jours à envoyer des signaux au pays. Et à partir de là, de bénéficier d'un soutien populaire, et on aurait bien vu ce qui serait passé pour la suite. Qui se serait opposé à la bifurcation écologique? Qui se serait opposé à mettre de l'argent dans l'éducation, dans la santé, etc. Je pense que Macron ne voulait pas cette situation. Et la réalité, la raison pour laquelle il ne veut pas cette situation, c'est que Macron ne veut en aucun cas changer de politique. Je voudrais adresser, de ce point de vue-là, un message pour ceux qui seraient tentés de penser qu'avec un autre Premier ministre de gauche, il pourrait, j'allais dire, transformer un peu son programme. Je n'y crois absolument pas. Je pense que Macron n'est absolument pas prêt à accepter une abrogation de la réforme des retraites. Je pense que Macron, par exemple, je le sais depuis hier, en ayant rencontré Thomas Cazenave, qui assure qu'il va y avoir déjà dans la loi de finances qui est prévue pour la suite, elle va peut-être s'aggraver, 20 milliards de baisse
de dépenses publiques, 15 milliards pour l'État, 5 milliards pour la sécurité sociale, je pense que Macron ne laissera pas un Premier ministre ne pas faire cette politique de l'offre, de la compétitivité et de l'austérité. C'est ça la raison d'être. Et donc, à partir de là, je suis sûr d'une chose. Ici, comme ailleurs, dans n'importe quelle université d'été, et dans tous nos partis, je pense qu'il n'y aura aucun candidat pour être supplétif de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà mon avis et mon point de vue absolument fort. Et l'autre point de vue absolument fort, c'est qu'en réalité, ce que vise Emmanuel Macron, je le crois, ce qui fait qu'il ne m'étonnerait pas qu'une fois certains leurs proposés à la presse, j'allais dire rangés dans le macronisme, dans la case du macronisme, ils finissent avec un Premier ministre de droite. Parce que je pense qu'il aspire à essayer d'une chose, c'est une alliance avec LR, avec le soutien bienveillant du Rassemblement national au nom d'une certaine responsabilité. Je pense que c'est à ça qu'ils aspirent. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous devons faire? 2 points. Il y a une bataille parlementaire qui s'ouvre, qui va être absolument, j'allais dire, importante. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de la Commission des finances, vu la majorité de la Commission des finances, nous allons transformer de manière totale leur loi de finances. Je vous mets tous les paris que vous voulez sur la table. Nous allons faire une loi de finances écologique, sociale, démocratique, qui sera Nouveau Front Populaire compatible et gouvernement Lucie Castex compatible. Et à partir de là, ils auront un choix. Qu'est-ce qu'ils font pour imposer une loi qui sera transformée après la Commission? Le 49.3, eh bien, dans ces cas-là, nous verrons avec les motions de censure qu'est-ce qui arrivera. Motion de censure, soit c'est l'alliance de la droite et l'extrême droite, bon, au moins la leçon des choses sera sur la table, et nous serons la seule opposition pour l'avenir en termes d'alternative, soit ils sont battus, et dans ces cas-là, l'exigence d'un gouvernement de Lucie Castex redeviendra totalement d'actualité pour imposer notre programme, ou alors, ça sera Emmanuel Macron de se démettre. Raison pour lesquelles, du côté insoumis, je sais que nous ne sommes pas d'accord tous là-dessus, mais raison pour lesquelles, en termes d'exemplarité, nous avons voulu pointer la responsabilité d'Emmanuel Macron par la demande de sa destitution. Vous le savez mieux que moi, c'est extraordinaire. Je pensais que je venais chez des gens qui n'étaient pas d'accord, mais finalement, tout va bien. Bien, donc voilà à mon avis quel est le programme que nous avons, plus un autre, je vous le dis à l'avance, c'est que je suis absolument certain que nous allons abroger la réforme des retraites. J'en suis absolument certain, même si ça doit passer par un amendement au niveau du PLFSS, je termine, t'inquiète pas, je suis absolument certain, et cette fois-ci, figurez-vous, non seulement le président de la Commission des finances ne brandira pas l'article 40 pour empêcher que ça soit fait, mais comme le bureau de l'Assemblée nationale, eh bien, la majorité est Nouveau Front Populaire, eh bien, ils auront bien du mal à passer sur mes décisions. Et puis, et je termine là-dessus, et puis, il y a évidemment les mobilisations. Nous avons la chance, pour une fois, de pouvoir proposer un gouvernement qui aura non pas l'opposition populaire, mais l'appui populaire. Ça commence, là aussi, je sais qu'on n'appelle pas tous, j'espère que ça va bouger, par l'appel de la jeunesse le 7 septembre. Ça peut aussi prendre la tournure de ce que tu as proposé, c'est-à-dire une espèce de grande campagne pour justement aller dans le pays. C'est les mobilisations syndicales qui sont assurées. C'est aussi, je l'espère, de la mobilisation partout de comités du Nouveau Front Populaire, parce qu'il faut que nous donnions à vivre ce Nouveau Front Populaire à la base. Voilà ce qui me paraît absolument essentiel. Et pour terminer, je pense profondément qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'espoir que suscite le Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire celle d'une gauche unie sur un programme de rupture. Je ne date pas le moment où tout cela a commencé. Là, je me remonterai à un passé récent, que ce soit le résultat de Jean-Luc Mélenchon en 2022, que ce soit la NUPES au niveau des législatives, nous avons marqué un premier point. Et cette fois-ci, où nous avons remporté l'élection, quoi qu'ils disent. Et ce programme-là, ce programme d'une transformation écologique, sociale, antiraciste, démocratique, eh bien, je suis sûr que la bataille pour le faire advenir est devant nous. Et depuis le 30 juin et le 7 juillet, nous savons que la victoire est désormais largement possible. Vive le Nouveau Front Populaire, Lucie à Matignon. Merci Éric. Merci beaucoup Éric.